c'est que je fus un mauvais élève et qu'elle ne s'en est jamais tout à fait remise. Aujourd'hui que sa conscience de très vieille dame quitte les plages du présent pour refluer doucement vers les lointains archipels de la mémoire, les premiers récifs à ressurgir lui rappellent cette inquiétude qui la rongea pendant toute ma scolarité. Elle pose sur moi un regard soucieux et, lentement, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Très tôt, mon avenir lui parut si compromis qu'elle ne fut jamais tout à fait assurée de mon présent. N'étant pas destinée à devenir, je ne lui paraissais pas armée pour durer. J'étais son enfant précaire. Elle me savait pourtant tirer d'affaire depuis ce mois de septembre 1969 où j'entrais dans ma première classe en qualité de professeur. Mais, pendant les décennies qui suivirent, c'est-à-dire pendant la durée de ma vie adulte, son inquiétude résista secrètement à toutes les preuves de réussite que lui apportaient mes coups de téléphone, mes lettres, mes visites, la parution de mes livres, les articles de journaux ou mes passages chez Pivot. Ni la stabilité de ma vie professionnelle, ni la reconnaissance de mon travail littéraire, rien de ce qu'elle entendait dire de moi par des tiers ou qu'elle pouvait lire dans la presse ne la rassurait tout à fait. Certes, elle se réjouissait de mes succès, en parlait avec ses amis, convenait que mon père, mort avant de les connaître, en aurait été heureux, mais dans le secret de son cœur demeurait l'anxiété qu'avait fait naître à jamais le mauvais élève du commencement. Ainsi s'exprimait son amour de mère. Quand je la taquinais sur les délices de l'inquiétude maternelle, elle répondait joliment par une blague à la Woody Allen. « Que veux-tu ? Toutes les juives ne sont pas mères, mais toutes les mères sont juives. » Et aujourd'hui que ma vieille mère juive n'est plus tout à fait dans le présent, c'est de nouveau cette inquiétude qu'expriment ses yeux quand il se pose sur son petit dernier de 60 ans. Une inquiétude qui aurait perdu de son intensité, une anxiété fossile, qui n'est plus que l'habitude d'elle-même, mais qui demeure suffisamment vivace pour que maman me demande, sa main posée sur la mienne, au moment où je la quitte, « Tu as un appartement à Paris ?» Donc, j'étais un mauvais élève. Chaque soir de mon enfance, je rentrais à la maison poursuivi par l'école. Mes carnets disaient la réprobation de mes maîtres. Quand je n'étais pas le dernier de ma classe, c'est que j'en étais l'avant-dernier. Champagne. Fermé à l'arithmétique d'abord, aux mathématiques ensuite, profondément dysorthographique, rétif à la mémorisation des dates et à la localisation des lieux géographiques, inapte à l'apprentissage des langues étrangères, réputé paresseux, leçons non apprises, travail non fait, je rapportais à la maison des résultats pitoyables que ne rachetaient ni la musique, ni le sport, ni d'ailleurs aucune activité parascolaire. Tu comprends ? Est-ce que seulement tu comprends ce que je t'explique ? Je ne comprenais pas. Cette inaptitude à comprendre remontait si loin dans mon enfance que la famille avait imaginé une légende pour en dater les origines, mon apprentissage de l'alphabet. J'ai toujours entendu dire qu'il m'avait fallu une année entière pour retenir la lettre A. La lettre A en 1 an. Le désert de mon ignorance commençait au-delà de l'infranchissable B. Pas de panique, dans 26 ans, il possédera parfaitement son alphabet. Ainsi ironisait mon père pour distraire ses propres craintes. Bien des années plus tard, comme je redoublais ma terminale à la poursuite d'un bac qui m'échappait obstinément, il aura cette formule « Ne t'inquiète pas, même pour le bac, on finit par acquérir des automatismes. » Ou, en septembre 1968, ma licence de lettres enfin en poche, « Il t'aura fallu une révolution pour la licence. Doit-on craindre une guerre mondiale pour l'agrégation ?» Cela dit sans méchanceté particulière. C'était notre forme de connivence. Nous avons assez vite choisi de sourire, mon père et moi. Mais revenons à mes débuts. Dernier né d'une fratrie de 4, j'étais un cas d'espèce. Mes parents n'avaient pas eu l'occasion de s'entraîner avec mes aînés, dont la scolarité, pour n'être pas exceptionnellement brillante, s'était déroulée sans heurts. J'étais un objet de stupeur,
et de stupeur constante, car les années passaient sans apporter la moindre amélioration à mon état d'hébétude scolaire. Les bras m'en tombent, je n'en reviens pas, me sont des exclamations familières, associées à des regards d'adultes, où je vois bien que mon incapacité à assimiler quoi que ce soit creuse un abîme d'incrédulité. Apparemment, tout le monde comprenait plus vite que moi. Mais t'es complètement bouché. Un après-midi de l'année du bac, une des années du bac, mon père, me donnant un cours de trigonométrie dans la pièce qui nous servait de bibliothèque, notre chien se coucha en douce sur le lit derrière nous. Repéré, il fut sèchement viré. « Dehors le chien, dans ton fauteuil !» 5 minutes plus tard, le chien était de nouveau sur le lit. Il avait juste pris le soin d'aller chercher la vieille couverture qui protégeait son fauteuil et de se coucher sur elle. Admiration générale, bien entendu, et justifiée, qu'un animal pût associer une interdiction à l'idée abstraite de propreté, et en tirer la conclusion qu'il fallait faire son lit pour jouir de la compagnie des maîtres, chapeau, évidemment, un authentique raisonnement. Ce fut un sujet de conversation familiale qui traversa les âges. Personnellement, j'en tirai l'enseignement que même le chien de la maison pigeait plus vite que moi. Je crois bien lui avoir murmuré à l'oreille « Demain, c'est toi qui vas au bahut, lèche-cul ». 2 messieurs d'un certain âge se promènent au bord du Loup, leur rivière d'enfance. 2 frères, mon frère Bernard et moi. Un demi-siècle plus tôt, ils plongeaient dans cette transparence. Ils nageaient parmi les chevennes que leur chahut n'effrayait pas. La familiarité des poissons donnait à penser que ce bonheur durerait toujours. La rivière coulait entre des falaises. Quand les 2 frères la suivaient jusqu'à la mer, tantôt portés par le courant, tantôt crapahutant sur les rochers, il leur arrivait de se perdre de vue. Pour se retrouver, ils avaient appris à siffler entre leurs doigts, de longues stridulations qui se répercutaient contre les parois rocheuses. Aujourd'hui, l'eau a baissé, les poissons ont disparu, une mousse glaireuse et stagnante dit la victoire du détergent sur la nature. Ne demeure de notre enfance que le chant des cigales et la chaleur résineuse du soleil. Et puis nous savons toujours siffler entre nos doigts. Nous ne nous sommes jamais perdus d'oreille. J'annonce à Bernard que je songe à écrire un livre concernant l'école. Non pas l'école qui change dans la société qui change, comme a changé cette rivière, mais au cœur de cet incessant bouleversement sur ce qui ne change pas, justement, sur une permanence dont je n'entends jamais parler, la douleur partagée du cancre, des parents et des professeurs, l'interaction de ces chagrins d'école. Vaste programme. Et comment vas-tu t'y prendre ? En te cuisinant, par exemple. Quel souvenir gardes-tu de ma propre nullité, disons, en maths ? Mon frère Bernard était le seul membre de la famille à pouvoir m'aider dans mon travail scolaire sans que je me verrouille comme une huître. Nous avons partagé la même chambre jusqu'à mon entrée en 5e, où je fus mis en pension. En maths ? Ça a commencé avec l'arithmétique, tu sais. Un jour, je t'ai demandé quoi faire d'une fraction que tu avais sous les yeux. Tu m'as répondu automatiquement « faut la réduire au dénominateur commun ». Il n'y avait qu'une fraction, donc un seul dénominateur. Mais tu n'en démordais pas. « Faut la réduire au dénominateur commun ». Comme j'insistais, réfléchis un peu, Daniel. Il n'y a là qu'une seule fraction, donc un seul dénominateur. Tu t'es foutu en rogne. C'est le prof qui l'a dit, les fractions, faut les réduire au dénominateur commun. Et les 2 messieurs de sourire le long de leur promenade. Tout cela est très loin derrière eux. L'un d'eux a été professeur pendant 25 ans, 2500 élèves à peu près, dont un certain nombre en grande difficulté, selon l'expression consacrée, et tous 2 sont pères de famille. Le prof a dit qu'eux, ils connaissent. L'espoir placé par le cancre dans la litanie, oui. Les mots du professeur ne sont que des bois flottants auxquels le mauvais élève s'accroche sur une rivière dont le courant l'entraîne vers les grandes chutes. Il répète ce qu'a dit le prof, pas pour que ça ait du sens, pas pour que la règle s'incarne, non, pour être tiré d'affaire momentanément, pour qu'on me lâche ou qu'on m'aime, à tout prix. Un livre de plus sur l'école, alors ? Tu trouves qu'il n'y en a pas assez ?
Non, pas sur l'école. Tout le monde s'occupe de l'école. Éternelle querelle des anciens et des modernes, ses programmes, son rôle social, ses finalités, l'école d'hier, celle de demain. Non, non. Un livre sur le cancre, sur la douleur de ne pas comprendre et ses dégâts collatéraux. Tu en as bavé tant que ça? Peux-tu me dire autre chose sur le cancre que j'étais? Tu te plaignais de ne pas avoir de mémoire. Les leçons que je te faisais apprendre le soir s'évaporaient dans la nuit. Le lendemain matin, tu avais tout oublié. Le fait est, je n'imprimais pas comme disent les jeunes gens d'aujourd'hui. Je ne captais ni n'imprimais. Les mots les plus simples perdaient leur substance dès qu'on me demandait de les envisager comme objet de connaissance. Si je devais apprendre une leçon sur le massif du Jura, par exemple, enfin plus qu'un exemple, c'est en l'occurrence un souvenir très précis, ce petit mot de 2 syllabes se décomposait aussitôt jusqu'à perdre tout rapport avec la Franche-Comté, l'Ain, l'horlogerie, les vignobles, les pipes, l'altitude, les vaches, les rigueurs de l'hiver, la Suisse frontalière, le massif alpin ou la simple montagne. Il ne représentait plus rien. Jura, me disais-je. Jura, Jura. Et je répétais le mot inlassablement, comme un enfant qui n'en finit pas de mâcher. Mâcher et ne pas avaler, répéter et ne pas assimiler, jusqu'à la totale décomposition du goût et du sens. Mâcher, répéter, jura, 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 jusqu'à ce que le mot devienne une masse sonore indéfinie, sans le plus petit reliquat de sens, un bruit pâteux d'ivrogne dans une cervelle spongieuse. Et c'est ainsi qu'on s'endort sur une leçon de géographie. Tu prétendais détester les majuscules. Un terrible sentinelle, les majuscules. Il me semblait qu'elles se dressaient entre les noms propres et moi pour m'en interdire la fréquentation. Tout mot frappé d'une majuscule était voué à l'oubli instantané. Ville, fleuve, bataille, héros, traité, poète, galaxie, théorème. Interdit de mémoire pour cause de majuscules tétanisantes. Halte là, s'exclamait la majuscule. On ne franchit pas la porte de ce nom. Il est trop propre. On n'en est pas digne. On est un crétin. Précision de Bernard, le long du chemin, un crétin minuscule. Rire des 2 frères. Et plus tard, rebelote avec les langues étrangères. Je ne pouvais pas m'ôter de l'idée qu'il s'y disait des choses trop intelligentes pour moi. Ce qui te dispensait d'apprendre tes listes de vocabulaire. Les mots d'anglais étaient aussi volatiles que les noms propres. Tu te racontais des histoires, en somme. Oui, c'est le propre des cancres. Ils se racontent en boucle l'histoire de leur cancrerie. Je suis nul, j'y arriverai jamais. Même pas la peine d'essayer, c'est foutu d'avance, je vous l'avais bien dit, l'école n'est pas faite pour moi. L'école leur paraît un club très fermé dont ils s'interdisent l'entrée, avec l'aide de quelques professeurs parfois. 2 messieurs d'un certain âge se promènent le long d'une rivière. En bout de promenade, ils tombent sur un plan d'eau cerné de roseaux et de galets. Bernard demande « T'es toujours aussi bon, Henri Cochet ?»